Et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'ascension des cartels mexicains était une illusion? Oubliez les mythes flamboyants des parrains charismatiques et des noms retentissants. La véritable histoire est celle d'une force criminelle nouvelle, née de la discipline, de la scission stratégique, de listes de loyauté controversées et de corridors réassemblés, transformant l'ouest du Mexique en un laboratoire d'ingénierie criminelle d'assaut dès l'aube de la prochaine décennie. Imaginez Jalisco entre 2009 et 2010. Sur les cendres du Millenio, des routes, des individus et des caisses étaient frénétiquement réorganisés. Dans les terres crépitaient des codes radio permettant à de petits groupes de se rencontrer et de se séparer dans l'obscurité. C'est ainsi que verrait le jour la structure de ce qui serait bientôt désigné sous le nom de Cartel de Jalisco Nueva Generación, CJNG. Ici, la méthode prime sur le mythe. Il s'agissait d'abord de fixer les nœuds, puis d'activer des parcours secondaires et seulement après de lancer des actions d'intimidation afin que chaque pont, port et carrefour connaissent le nouvel ordre sans annonce superflue. Dans ce silence de pas et ce vrombissement de machines, le nom clé serait Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, dont la trajectoire de l'ombre du Millenio à la position de contrôleur du bras occidental s'explique non seulement par la brutalité mais aussi par sa capacité à transformer la scission en plateforme et la propagande en instrument de légitimation. Son pari était simple et froid: maintenir Jalisco, lier Colima et Guanajuato en un bloc unique d'approvisionnement et de calcul, puis, pas à pas, recalibrer l'économie de la violence, où la peur n'est qu'une interface et le profit une fonction de la stabilité des corridors. Autour, des dizaines de petites factions et d'anciens alliés pour qui le mot « loyauté » valait moins qu'une fenêtre sur l'autoroute. À l'intérieur, une confiance croissante dans le fait que la nouvelle matrice pouvait contourner les anciens empires, à condition de ne pas s'arrêter et de ne pas surcharger les contours de titres ronflants. C'est ainsi que se forgea le décor sur lequel retentirait bientôt le nom du CJNG, non comme un slogan, mais comme la spécification d'une méthode. La scission du Millenio fragmenta les hommes et les routes en deux camps, la Resistencia et Los Torcidos, ces derniers étant dirigés par El Mencho, qui rallia rapidement ceux qui savaient agir sans promesse téléphonique et avec une marge d'erreur à chaque transit. La Resistencia accusa Los Torcidos d'avoir livré le leadership et les batailles de rue pour les municipalités de Jalisco et les nœuds voisins se transformèrent en une série de tests mutuels, où comptaient les réserves de véhicules et les parcours secondaires, non la rhétorique et les serments grandiloquents. Sur fond de cette guerre, une ligne de propagande vit le jour, distinguant nettement la nouvelle structure de ses voisins, la condamnation publique des extorsions et des enlèvements, la promesse d'éliminer les parasites et de ne laisser que le flux. Tout cela devint le discours qui scella le mécanisme d'intimidation. Lorsque Los Torcidos imposèrent leur rythme à l'adversaire et le chassèrent à des points clés de la ceinture occidentale, le nom changea et autour de l'acronyme CJNG commencèrent à converger des canaux nouveaux et anciens déjà soumis à un règlement unique. La direction d'Oseguera Cervantes prit alors une structure: finance au nœud, Jalisco Colima Guanajuato, bloc de sécurité des frontières du périmètre, achat de temps par des trêves situationnelles et une logistique froide comme une religion. Parallèlement, les liens avec les opérateurs et les marchés extérieurs se renforcèrent. Des États-Unis à l'Asie, où la demande de cocaïne et de substances synthétiques déterminait la direction des routes et le format des partenaires des deux côtés de l'océan. Mais avant la reconnaissance publique de ce réseau, un autre pas restait à franchir: montrer que la nouvelle génération avait son propre langage de force et une marque sur le mur, compréhensible par tous ceux qui vivaient sur les routes. À l'automne de cette année-là, ce signe fut visible à Veracruz lorsque des camions s'arrêtèrent sur l'avenida Boca del Rio, bloquant la circulation, et qu'à côté des corps abandonnés apparut un message sur le nouveau propriétaire du territoire et sur la guerre contre Los Zetas, dans laquelle il était ordonné aux civils de ne pas nourrir les extorqueurs. Quelques jours plus tard, une vidéo, Mata Zetas, apparut en ligne où des hommes masqués expliquaient leur mission et soulignaient leur respect pour l'armée, se posant en opposition aux kidnappeurs et racketteurs. Et ce fut la déclaration publique du CJNG comme nettoyeur du marché, qui en réalité consolidait le contrôle de l'artère portuaire de la côte orientale. Le sens de cette démonstration ne résidait pas dans le tapage, mais dans son adresse: port, route et peur comme technologie multipliée par une discipline transférée du bras occidental à l'Atlantique sans pause pour les applaudissements. Simultanément, la guerre des reflets atteignit Sinaloa, où, en novembre de la même année, 26 corps furent retrouvés à Culiacán, certains brûlés, et les bulletins de police se lisaient comme une carte routière d'une campagne invisible pour les corridors et les entrepôts. Cette géographie de Jalisco et Colima à Nayarit et Veracruz devint rapidement la matrice opérationnelle du CJNG, où chaque nouveau point n'était pas un trophée, mais une assurance
en cas de perte d'un autre nœud. Au sein de cette matrice, El Mencho bâtissait son profil de premier ennemi public pour l'État précisément par sa promptitude à défier non seulement ses voisins, mais aussi les forces de l'ordre, forgeant au sein du gouvernement l'image d'un objectif prioritaire et chez les acteurs extérieurs la compréhension que le nouveau réseau était là pour durer. Ainsi, des deux côtés du pays, la même grammaire se consolidait, un coup public suivi d'une reprogrammation silencieuse des corridors, puis de nouveau le silence jusqu'à la prochaine fenêtre. Au début de 2012, le bloc occidental des opérations, Jalisco, Colima, Guanajuato, entrait déjà dans un rythme stable, où la collecte de fonds et la protection des routes étaient structurées selon les mêmes règlements et toute fuite était compensée par une branche dupliquée, connectée en heures, non en semaines. Au registre des adversaires figuraient à la fois les vieilles forces et les nouveaux acteurs locaux, mais le CJNG ne répondait pas par des guerres futures frontales, mais par un nettoyage ciblé des nœuds et le remplacement des maillons imprévisibles, conservant l'essentiel, la vitesse et la prévisibilité du flux. C'est la naissance de la religion logistique du CJNG. Moins de titres, plus de corridors, moins de légendes, plus d'horaires, moins de bavardage, plus de duplication en cas de perte d'un entrepôt ou d'un intermédiaire au-delà de la ligne. Le nom El Mencho fusionnait alors déjà avec la marque du réseau et c'est pourquoi les récompenses des États-Unis commenceraient à augmenter. Et le profil des menaces dans les rapports de sécurité se déplacerait vers le nouvel axe du marché criminel mexicain. Mais avant que ces chiffres ne deviennent des titres, un fait se consoliderait sur la carte. Le CJNG n'était pas un éclair, mais un système capable de survivre à l'élimination de commandants et à l'interception de cargaisons. Car à sa base, il n'y avait pas un culte, mais un programme multipliable. Et de cette base, le pas suivant vers l'escalade était court lorsque le langage des démonstrations changerait en celui de l'affrontement direct avec l'État. Des barrages routiers à l'hélicoptère abattus dans les collines de Jalisco où toute la matrice construite serait mise à l'épreuve. C'est là que nous mène la chronologie. Commencer dans le bruit des codes radio du milléniaux et confluant dans le corps sans couture du CJNG où chaque maillon fait partie d'une console de contrôle du flux unique. Au début de 2011, la nouvelle structure de la ceinture occidentale était parvenue à se réorganiser, non pas avec des slogans, mais par la réparation de corridors et de caisses, et c'est alors que sa présence se fit entendre pour la première fois à grand bruit sur l'Atlantique, à Veracruz, où ports, routes et nœuds municipaux relient les leviers de l'extorsion au transit de personnes et de marchandises, créant un scénario idéal pour une démonstration de force et un nouvel ordre en territoire d'autrui. Partant de Jalisco et Colima, le réseau de Nemesio Ceguera Cervantes, El Mencho, commença à sonder la côte orientale, augmentant les enjeux par des attaques ciblées et des messages publics destinés à deux interlocuteurs simultanément aux concurrents, notamment Los Zetas, et aux citoyens, lassés des enlèvements et des paiements pour l'air. Le calcul interne était simple. Si l'on imposait le langage des démonstrations et qu'on le liait à une rhétorique anti-raquette, les marchés et les intermédiaires locaux accepteraient de plus rapidement le nouveau protocole, et les forces de l'ordre, plus tard que souhaité, commenceraient à reconstituer le tableau à partir des fragments, restant déjà en arrière par rapport aux faits. Dans cette logique, septembre 2011 devint la date où le réseau technique dessina pour la première fois un signe sur le mur qui serait compris par tous les participants au jeu, tant par ceux qui gagnaient sur le port que par ceux qui apprenaient les nouvelles des narcomantas sur les ponts citoyens. Le 20 septembre 2011, 2 camions s'arrêtèrent sur une route très fréquentée de Boca del Rio à Veracruz. Les portes s'ouvrirent et à l'intérieur furent découverts les corps de 35 personnes, certaines portant des marques de torture, et à côté apparurent un des notes où résonnait le motif du nettoyage de la ville des extorqueurs, ce qui transforma instantanément l'épisode de massacre en avertissement public aux concurrents. Dès le lendemain, la découverte fut rapportée par les médias fédéraux et locaux, et au cours de la semaine, des forces supplémentaires furent déployées, car le niveau de brutalité et la mise en scène symbolique indiquaient l'intervention d'acteurs extérieurs qui revendiquaient la réécriture des règles dans l'état portuaire. Pour le CJNG, cet épisode devint la carte de visite de la nouvelle génération, une démonstration de contrôle sur un nœud logistique synchronisé avec la politique anti-Zetas où l'intimidation s'accompagnait de la promesse de protéger les civils du racket. Un jeu sur 2 fronts, familier aux commandants sur le terrain, mais rarement mené à une telle exécution publique nette. Le port, auquel menaient les routes, les entrepôts et les nœuds urbains, rappelait non seulement l'ampleur, mais aussi la signature. Une structure qui parlait le langage des nettoyeurs du marché et considérait le crime non comme une tragédie, mais comme un signal de changement de propriété. Bientôt, une déclaration vidéo des Matazetas apparut. Un groupe masqué s'arrogea le rôle de purificateur, souligna son respect pour l'armée et la police et promit de ne pas toucher les civils, stylisant la campagne comme une chasse aux Los Zetas, c'est-à-dire une force extrêmement détestée par les citoyens en raison des enlèvements et du racket total. Par ce lien entre symbole et texte, le nouveau réseau renforça la thèse principale de la campagne orientale. Nous ne sommes pas venus pour vous, nous sommes venus pour eux.
Et dans cette substitution de l'interlocuteur, la peur devint un instrument de discipline non seulement pour la rue, mais aussi pour les petits partenaires, habitués à payer 2 mètres. Par une telle architecture publique, le CJNG résolvait simultanément 3 tâches. Il chassait les États des points clés de Veracruz, éliminait une partie de la résistance sociale au nouveau grâce à la rhétorique anti-raquet et envoyait un message à l'ouest que les corridors pouvaient être reconfigurés sans de longues guerres pour chaque rue. Sur la carte, cela signifiait le port était sous pression, les routes sous surveillance, les municipalités sous une série de nettoyages ciblés, chacun étant accompagné de narrow-messages et rapidement consolidé par des loyers, la collecte de fonds et le remplacement des maillons peu fiables. Les semaines suivantes montrèrent que la brutalité culminante n'était pas un éclair isolé. Dans l'État, de nouvelles découvertes de corps, des installations de barrages routiers et des défilés de véhicules abandonnés furent enregistrés. Et dans les bulletins criminels se multipliaient les signes d'une guerre pour le port et les artères adjacentes. Sur le plan narratif, le CJNG continua à vendre l'image de nettoyeur, maintenant la distinction entre contrebande et parasitisme au sein du marché. Précisément cette rhétorique qui réduisait les coûts sociaux d'entrée en territoire d'autrui, tandis que le module de force atteignait les points d'appui. Pour les États, cela signifiait un front sur 2 directions, l'ouest retardé et un nouveau contour oriental et la nécessité d'étendre la couverture sur les partenaires de détail, qui passeraient sous le contrôle de ceux qui kidnappaient le moins souvent et payaient plus rapidement. Pour Sinaloa, qui jusqu'alors dominait les récits sur la grande politique du marché, une croissance inattendue d'un concurrent qui opérait des corridors avant les noms et qui était disposé à configurer la géographie comme un projet d'ingénierie où chaque carrefour était dupliqué et la peur exposée comme interface. Au début de 2012, cette campagne orientale se consolida dans les rapports comme une nouvelle réalité. La présence du CJNG serait remarquée non seulement à Jalisco et Colima, mais aussi à Veracruz, où la rente portuaire et l'accès aux routes atlantiques devinrent un multiplicateur de force même pour un acteur ayant grandi sur les bras pacifiques. Parallèlement, depuis le noyau occidental, les nœuds à la frontière entre les États et les zones urbaines seraient frappés par lesquels on pouvait intercepter la rue sans une guerre totale. La vitesse de changement des contractants et le remplacement des caissiers commencèrent à produire précisément cet effet d'occupation silencieuse qui était plus précieux que le bruit médiatique. Les noms dans cette géographie étaient importants, mais plus important encore était le registre des actions. Moins d'affrontements frontaux, plus de nettoyage ciblé et froid, des messages publics et l'inclusion immédiate des caisses locales dans une comptabilité unifiée, où chaque pourcentage était enregistré et comparé au programme des livraisons. Et, au niveau symbolique, le CJNG maintiendrait une nette distinction entre lui et les États. Le premier parlerait au nom du marché, le second resterait dans les mémoires comme synonyme d'enlèvement. Et ce contraste asymétrique fonctionnerait plus que n'importe quel attentat isolé. Ainsi, le bras oriental consolida la formule principale de la nouvelle génération. Démonstration, message, reprogrammation, et de nouveau le silence durant lequel route et accords changent et non seulement enseigne et surnom. Le choc public de Veracruz, qui forgea dans la ville et le pays une nouvelle image de force, deviendrait pour le CJNG l'équivalent de ce que furent, jadis, les opérations démonstratives des anciens empires. Un billet d'entrée à une table plus grande où l'on décidait non qui fait le plus de bruit, mais qui est le plus stable face aux pertes de nœuds et d'individus. Et c'est précisément de cette position que le réseau de Jalisco passerait à la phase suivante, la transformation des points de présence en une ceinture continue des ports du Pacifique aux États centraux, où les guerres ciblées pour les rentes et les entrepôts auraient la même signature qui résonna pour la première fois sur la côte atlantique à l'automne 2011. En 2012, la ceinture occidentale fonctionnait déjà comme une console unique. Jalisco, Colima et Nayarit étaient reliés par des bras dupliqués où chaque échangeur avait un itinéraire et une caisse de réserve. Et les groupes de force, réorganisés après la scission du Millénio, consolidaient l'ordre par des nettoyages ciblés et l'inclusion rapide des sous-traitants locaux dans la comptabilité générale du CJNG. Dans ce contexte, El Mencho convertissait l'impulsion de la campagne orientale en un mode d'expansion planifié, visant non pas des trophées retentissants, mais la stabilité du flux, les ports du Pacifique, les routes vers le plateau central et les nœuds urbains par lesquels transitaient achats, stockage, collecte de rente et alignement des quotas avec les petits partenaires. Les foyers de résistance isolés n'exigeaient pas ici un front. Ils étaient éteints par le changement de caissier, une attaque sur les dépôts logistiques et des démonstrations adressées non seulement aux adversaires, mais aussi aux intermédiaires hésitants pour lesquels la nouvelle génération signifiait régularité et moindre probabilité d'enlèvement pour un pourcentage non payé à temps. Ainsi se formait le profil ingéniérique du CJNG, où la peur était une interface, non un objectif, et les corridors, un bien qui ne pouvait être maintenu sans duplicata, stock et liaison de secours avec les opérateurs des deux côtés de la frontière.
La gestion depuis Jalisco se transformait en un nœud avec un haut degré d'automatisme et dans ce schéma, le nom de Nemesio Oseguera Cervantes agissait non comme une enseigne de culte, mais comme un point de rassemblement de personnel, de discipline et de finances, permettant de supporter les coûts inévitables aux personnes et aux moyens en périphérie. Par la suite, la ligne s'étendit à la Tierra Caliente du Michoacán, où entre 2012 et 2013 se superposèrent 3 strates de rente: exportations agricoles, avocats et logistique associés, vol de carburant et la rue, maintenue par l'extorsion et les réseaux de vente au détail locaux qui historiquement nourrissaient la familia et les caballeros templarios. Ici, le CJNG agissait dans une configuration familière, entrée par des attaques ciblées sur les nœuds d'extorsion, connexions parallèles aux routes commerciales et un travail minutieux avec les groupes d'autodéfense Autodefensa qui en 2013 commencèrent à surgir des communautés rurales en réponse aux enlèvements, aux répressions et à la taxe sur la peur. Les alliances étaient situationnelles et pragmatiques. Échange d'informations et de corridors pour un rôle nettoyeur dans l'éradication des pratiques les plus toxiques, puis remplacement des maillons intermédiaires par ceux qui s'inscrivaient dans le programme du CJNG et n'entravaient pas la caisse. Dans les municipalités d'Aguililla, Buenavista Tomatlán et Apatzingán, les marqueurs du changement d'équilibre devinrent les barrages routiers des anciennes bandes qui disparaissaient et l'apparition de collecteurs silencieux ainsi que la prévisibilité croissante des expéditions, ce qui pour le marché signifiait plus que de grandes déclarations. Dans l'équation du Michoacán, celui qui stabilisait le plus rapidement le flux et réduisait la taxe sur le chaos l'emportait, et c'est sur cette base que le CJNG consolidait ses têtes de pont sans avoir besoin de laisser des traces médiatiques à chaque pas. Guerrero demeurait un état frontalier, avec sa Tierra Caliente septentrionale, ses corridors vers la côte et un réseau dense d'acteurs locaux où les loyautés étaient toujours plus économiques que les nouvelles routes. Et c'est pourquoi le CJNG y adopta, entre 2012 et 2013, une politique d'infiltration des structures existantes, plutôt qu'une rupture directe des fronts. Cela signifiait un soutien occasionnel dans les nœuds où la rente se superposait aux routes vers le centre, le remplacement des caissiers par ceux qui acceptèrent le nouveau règlement et la duplication obligatoire des bras afin qu'une seule perte ne transforme pas la zone en un trou noir pour le programme. Dans ces lieux, le réseau évitait une escalade spectaculaire, préférant un résultat mesurable. Des kilomètres de route sous observation, des programmes de convoi, des comptes aux nœuds et des pauses minimisées entre expédition et paiement. Tout ce qui transformait la carte en un ensemble de paramètres contrôlables. Dans le même temps, l'image de nettoyeur, forgée en 2011 à l'Est, aidait à maintenir une fenêtre sociale. Aux civils était offert moins de chaos et d'enlèvements. Et aux partenaires, moins de double caisse, s'ils s'inscrivaient dans le programme sans chercher à vendre simultanément des services à 2 blocs en conflit. Derrière cette façade publique se cachait une comptabilité rigoureuse, où chaque pourcentage de rente et chaque semaine de silence se convertissait en loyauté au niveau des quartiers et des routes rurales, et pas seulement en titres. Parallèlement, le bras du Pacifique se renforçait, où Colima et les capacités portuaires de Manzanillo offraient au CJNG non seulement une fenêtre sur les marchés étrangers, mais aussi des infrastructures pour l'approvisionnement du réseau interne, des précurseurs aux liquidités, et c'est là que la discipline des doublons devenait une question de survie à chaque tentative de pression coercitive. La régularité du chiffre d'affaires dans la ceinture occidentale permettait d'étendre la gamme de services pour les partenaires clés, de la protection et du crédit à la rue à la compensation entre les approvisionnements et les flux de trésorerie, ce qui en 2013 transforma définitivement le CJNG de structure en croissance à opérateur d'échelle interrégionale. Et plus la comptabilité sur la côte opérait silencieusement, plus les changements à l'intérieur des États apparaissaient retentissants sur la carte, où les anciens propriétaires perdaient, non pas des drapeaux, mais des pourcentages de profit et la connexion entre les nœuds, ce qui pour le marché signifiait un changement du véritable propriétaire. En résumé, fin 2013, le CJNG possédait une série d'actifs allant des corridors portuaires à la Tierra Caliente, maintenant le rythme grâce à la prévisibilité et aux réserves, et non grâce à des triomphes isolés. Et c'est précisément cette configuration qui préparait la phase suivante, la vérification de la force lors d'un affrontement direct avec l'État, où en jeu ne seraient pas seulement des personnes et des moyens, mais aussi la capacité du réseau à survivre à la rupture d'un ou 2 maillons clés sans interrompre le programme. Dans de telles conditions, la chronologie aboutit naturellement à la période 2014-2015, lorsque la détermination à défier ne se limiterait pas à des messages, mais aboutirait à des attaques de niveau régional, avec des barrages routiers, des incendies et l'utilisation d'armes lourdes. Un test de résistance pour toute la religion logistique, assemblée de 2010 à 2013. Au début de 2015, la carte de la ceinture occidentale semblait consolidée et stable, et c'est dans cet état que le réseau de Jalisco rencontra l'opération des forces fédérales, visant à intercepter le contrôle et à arrêter
arrêter les dirigeants, ce qui éleva automatiquement les enjeux à un niveau d'affrontement direct entre logistique et État sur les routes de l'État et dans les municipalités frontalières adjacentes. La matinée du 1er mai 2015 enregistra un moment qui entra dans l'histoire. Dans la zone de Villa Purification, un hélicoptère de l'armée engagé dans l'opération Jalisco fut touché par des tirs terrestres lors d'une tentative d'interception et l'appareil s'écrasa, confirmant à tous les participants que la nouvelle génération n'avait pas peur d'ouvrir le feu sur des objectifs aériens et de contrecarrer en cours de route le plan de capture armé. Cet affrontement aérien devint le symbole clé du jour, lorsque des attaques et des blocus se produisirent non seulement à Jalisco, mais aussi dans les territoires adjacents, et que les signaux d'alarme se répandirent le long de tout l'axe ouest-centre, transformant les nettoyages de routine en une lutte de plusieurs heures pour le contrôle des routes, des ponts et des nœuds urbains. Les bulletins internationaux notèrent que l'hélicoptère avait été touché par des tirs d'un groupe criminel lors d'une opération anti-cartel. Et c'est précisément cet épisode qui força les forces fédérales à augmenter leur présence et à réorganiser leurs tactiques en temps réel. Dans l'après-midi, la série de narcoblocos synchronisés et d'incendies de véhicules se poursuivit. Camions et bus devinrent des barricades aux sorties, au carrefour et autour des échangeurs stratégiques. Et le long des autoroutes, des foyers éclatèrent, obligeant les civils à faire demi-tour et à chercher des routes alternatives, tandis que les forces de l'ordre reconstituèrent le tableau et tentèrent de couper la corde de sabotage. La géographie des attaques s'étendit au-delà de Jalisco. Des incidents furent également enregistrés dans les États voisins de Colima, Michoacán et Guanajuato, confirmant le caractère interétatique de la campagne et le scénario discipliné de blocage consécutif pour interrompre le rythme de la poursuite. Les rapports notèrent que des objectifs d'infrastructures urbaines furent touchés, accompagnés d'attaques et d'incendies qui amplifièrent l'effet de paralysie dans des tronçons à forte densité de trafic où un embouteillage était impossible à contourner sans perdre une heure et le contrôle. Les agences de presse enregistrèrent également les données initiales sur les pertes parmi les militaires après l'attaque de l'hélicoptère, soulignant qu'il s'agissait d'un épisode de force qui avait renversé les attentes standards d'une opération d'arrestation et avait nécessité un repli immédiat. Le soir de ce même jour, il devint clair que le CJNG avait intégré les blocus urbains dans sa carte de pression, utilisant de courtes fenêtres pour démanteler des points d'appui sur les routes et détourner les forces des directions clés le long desquelles on tentait d'intercepter le commandement. La BBC souligna en particulier que l'épisode du tir sur l'hélicoptère, dans le contexte de la campagne urbaine, devint un tournant dans l'évaluation de la capacité de combat des réseaux du niveau du CJNG et de leur promptitude à utiliser des moyens lourds contre des objectifs aériens avec le soutien de manœuvres terrestres. Au niveau stratégique, cela signifiait un déplacement du centre de gravité du duel pour la rue vers le contrôle du rythme et de la trajectoire de la poursuite armée. Bloquer, incendier, se dissoudre, reformer un blocus et répéter le cycle jusqu'à ce que les ressources de l'opération soient épuisées ou que le poursuivant ait ouvert des flancs vulnérables. Ce rythme de blocus fonctionna parce qu'il jouait à la fois contre le programme des forces de l'ordre et le trafic civil et multipliait donc l'effet de chaque foyer dans une arithmétique de retard, où 5 minutes à un carrefour se transformaient en 1 heure au suivant. L'affirmation du CJNG comme réseau capable de mener une défense multipoint avec des épisodes offensifs fut consolidée par la rapidité avec laquelle les barrages routiers et les barricades surgissaient dans les nœuds à forte capacité et combien ils s'éteignaient rapidement après la rupture des forces de l'ordre, laissant derrière eux des carcasses de véhicules brûlés et des périmètres vides. C'est précisément dans cette configuration que les fédéraux augmentèrent leur présence et étendirent le périmètre de l'opération au-delà des objectifs primaires, transformant l'épisode en une campagne prolongée avec des ratissages, des raids ciblés et la redistribution de renforts dans les zones les plus difficiles. Pour l'analyse, cela devint un indicateur de la maturité du CJNG. L'organisation démontra non seulement la capacité de frapper des objectifs aériens, mais aussi l'habileté à soutenir la pression simultanément dans plusieurs États, divisant habilement l'attention du poursuivant sur des corridors qui ne pouvaient être abandonnés sans le risque de perdre la ligne. Laclede décrirait par la suite de tels schémas comme faisant partie du répertoire de violence et de contrôle du réseau routier du CJNG, où le blocus n'est pas seulement terreur, mais aussi un instrument de gestion tactique du rythme de la bataille et de la logistique du poursuivant. La réaction de l'État ne se limita pas à l'extension de l'opération, mais inclut également la révision des protocoles en cas de perte de moyens aériens, une coordination plus étroite des convois et le démantèlement des blocus avec l'usage de groupes renforcés, ce qui réduisait la durée de vie du blocus et restreignait les fenêtres de manœuvre pour les groupes du CJNG sur le terrain. Mais le prix de cette journée avait déjà été payé. Il avait été démontré que la nouvelle génération était prête et capable de briser des scénarios qui la veille semblaient sûrs, de l'admissibilité des vols à basse altitude à la fiabilité du réseau urbain comme allié naturel des forces de l'ordre.
En ce sens, le 1er mai 2015 ne fut pas un apogée, mais le début d'une nouvelle phase dans laquelle chaque intervention ultérieure de l'État dans la ceinture occidentale tenait compte du risque d'une réponse lourde. Et chaque pas ultérieur du CJNG se basait sur la confiance que le rythme des blocus pouvait contrecarrer même une opération soigneusement préparée. Et c'est précisément cette nouvelle mathématique du conflit, la confrontation entre horaires, routes et fenêtres de temps, qui préparerait la transition du réseau du statut de contrôleur régional à celui de concurrent national, qui les années suivantes serait remarqué dans les bulletins internationaux et les analyses comme un saut d'une structure capable de concurrencer Sinaloa sur une échelle et un rythme égaux. En 2016, le réseau de Jalisco se transforma de contrôleur régional de corridor en prétendant à l'échelle nationale. Et cela se reflétait non pas dans des slogans, mais dans des rapports concrets. Augmentation du nombre de groupes armés, expansion du portefeuille de rente et expulsion agressive des concurrents des nœuds municipaux dans les ceintures occidentales et centrales du Mexique. Reuters, en octobre de la même année, enregistra la formule clé de ce bond. La combinaison de brutalité démonstrative et de corruption au point de décision accélère la conquête des corridors plus rapidement que les forces de l'ordre ne parviennent à établir une présence stable. Et la logique économique des substances synthétiques ajoute du chiffre d'affaires là où auparavant, seules les lignes de cocaïne alimentaient. Le pari du CJNG sur la méthamphétamine et les précurseurs pour les ports du Pacifique transformait Colima et les nœuds côtiers en infrastructures critiques, où chaque semaine d'expédition stable valait plus qu'un drapeau isolé sur la carte. C'est ici que la discipline des doublons, routes, caisses et entrepôts de réserve permettait de survivre aux incursions et aux arrestations sans perdre le rythme, ce qui distinguait la nouvelle génération des anciens empires de type personnaliste. Sur la carte politique, cela signifiait le passage d'un culte du leader à une religion de la logistique, où le nom El Mencho devenait non tant une légende qu'un signe de garantie pour les sous-traitants et les intermédiaires locaux qui évaluaient non les slogans menaçants, mais la régularité des paiements et la taxe sur le chaos minimale. Le souvenir de l'hélicoptère abattu à Jalisco en mai 2015 demeura un indicateur de la promptitude du CJNG à combattre l'État au niveau technologique et de manœuvre, établissant un paramètre pour les campagnes ultérieures d'immobilisation des routes et d'interruption du rythme des opérations de poursuite. En 2016-2017, la géographie des incidents dans les États occidentaux et centraux s'élargit, où barrages, incendies et groupes d'assaut fonctionnaient comme les rouages d'une même machine, sans une ligne de front spectaculaire mais avec une comptabilité claire du temps et des risques. C'est aussi à ces années que remonte l'élargissement du portefeuille d'armement, de l'utilisation massive de pick-ups lourds et de blindages improvisés à la présence systématique de lance-grenades dans les groupes d'assaut, ce qui faisait des routes urbaines et rurales une partie de la mathématique du feu des campagnes. Ce profil de force consolida l'effet de 2015 et força les forces de l'ordre à considérer la probabilité d'une réponse lourde à chaque entrée dans les municipalités problématiques de la ceinture occidentale. Parallèlement, on assista à une rationalisation de la vente au détail et des collectes. Là où les concurrents se maintenaient par les enlèvements et les paiements pour l'air, le CJNG offrait une moindre imprévisibilité et des compensations rapides, accélérant le passage de la rue sous sa caisse sans des sièges de plusieurs mois. L'année 2018 marqua le point où les bulletins désignèrent de plus en plus souvent le CJNG comme le nouveau prétendant au sommet aux côtés de Sinaloa. Et il ne s'agissait pas d'une figure de rhétorique, il s'agissait de présence et de capacité de combat, confirmée par de nombreux épisodes de la côte pacifique aux États centraux. En août de cette année, les autorités mexicaines annoncèrent des arrestations en lien avec l'hélicoptère de l'armée abattu. Un épisode qui, depuis 2015, était resté un symbole de la réponse lourde du nouveau réseau et la preuve de son évolution technologique. En décembre, Reuters enregistra le meurtre de 6 policiers à Jalisco, soulignant qu'il s'agissait de l'état de base du CJNG, où chaque épisode de force se superposait immédiatement à la carte du contrôle des routes et des municipalités. Pour les analystes, ces événements s'alignaient dans une progression claire. Le réseau de Jalisco non seulement maintenait son noyau, mais augmentait systématiquement la pression sur les territoires limitrophes, empêchant la stabilisation de zones tampons et imposant aux adversaires un jeu à son propre rythme. Au niveau international, à l'automne 2018, les États-Unis annoncèrent une récompense de 10 millions de dollars pour des informations menant à l'arrestation de Nemesio Oseguera Cervantes, étiquetant officiellement le CJNG comme une menace transnationale prioritaire pour le bloc des forces de l'ordre. La mathématique économique de cette ascension s'explique. Les substances synthétiques, contrairement à la cocaïne, offrent une indépendance vis-à-vis des fenêtres temporelles des Andes et permettent d'augmenter le chiffre d'affaires grâce aux chaînes de précurseurs et aux capacités portuaires où Manzanillo et les nœuds voisins de Colima fonctionnent comme porte et tampon à la fois. À l'intérieur du pays, cela se traduit par une capacité croissante à payer les entrepreneurs, à accorder des crédits aux réseaux de rue et à maintenir la loyauté des maillons municipaux qui sont sensibles
au retard et à la double caisse. Pour l'État, un tel profil d'ennemi signifie que les incursions et les arrestations isolées ne brisent pas le système, si elles ne sont pas accompagnées de l'interception des corridors et de la confiscation des deuxièmes bras. Sinon, le réseau redirigera simplement le trafic vers un doublon et rétablira le chiffre d'affaires en quelques jours. C'est pourquoi en 2018, la tactique des forces de l'ordre inclut de plus en plus souvent la réorganisation du réseau routier et les attaques contre les entrepôts et les dépôts de transit, et non seulement la chasse à des noms spécifiques, ce qui reflète les leçons de 2015 et des campagnes ultérieures. Au niveau des partenaires internationaux, l'intensification de la pression sanctionnatoire et opérationnelle sur l'entourage d'Oseguera, Cervantes et la logique continuation de la reconnaissance du CJNG comme un réseau où l'économie et la discipline sont plus importantes que la célébrité de tabloïd des commandants individuels. Ainsi se dessine le tableau des années 2016-2018, de contrôleur régional à concurrent national, d'épisodes retentissants à un système stable avec des bras dupliqués qui se nourrit de substances synthétiques et de corridors portuaires épais pour la vitesse en réduisant la taxe sur le chaos pour ses partenaires. Le point de 2018 définit également la chronologie suivante, la guerre pour Guanajuato contre le cartel Santa Rosa de Lima, où le pari sur les rentes de carburant et la rue mènera le CJNG dans le théâtre le plus sanglant du Mexique central les années suivantes. Mais déjà avant l'explosion dans la Tierra Caliente de Guanajuato, la carte montre clairement, la nouvelle génération sait simultanément frapper la vitrine et renforcer la comptabilité. Et cela dans la guerre mexicaine a toujours signifié une chose, un jeu long où gagne non pas celui qui fait le plus de bruit, mais celui qui est le plus résilient à la perte de nœuds et de personnes. Et la récompense déjà annoncée aux États-Unis pour El Mencho ne sera pas la fin, mais seulement un signe public que la course est entrée dans un circuit international où derrière chaque épisode de guerre de rue se trouvent des programmes de livraison, des pourcentages de rente et des horaires portuaires. Depuis 2018, le vecteur de Jalisco se déplace de manière ciblée vers Guanajuato où les vols de carburant, la rue et les rentes locales convergent en un nœud unique et le cartel Santa Rosa de Lima transforme la taxe sur l'essence et l'extorsion en base de pouvoir au niveau municipal, ce qui fait de l'État le principal théâtre de confrontation entre la nouvelle génération et le défenseur local des flux pétroliers. Dans cette logique, le CJNG agit non comme un culte de la force, mais comme un assemblage d'ingénierie. Entrée par attaque sur les nœuds d'extorsion et les dépôts logistiques, transfert rapide de la caisse sous un règlement unique et bras dupliqués pour la sortie vers le centre, de sorte que la perte d'une ramification n'interrompe pas le programme et que la peur reste une interface, non un objectif, comme cela avait déjà été perfectionné dans la ceinture occidentale. Le calcul interne est simple. Offrir à la rue moins de chaos et de retard de paiement et aux intermédiaires la prévisibilité du programme, coupant simultanément le SRLC des revenus de l'essence et du détail et le forçant à payer la taxe de guerre là où il la percevait auparavant, ce qui dans l'ensemble réduit la ressource de résistance plus rapidement que les sièges frontaux. Cartographiquement, cela se traduit par une pression sur les nœuds municipaux avec accès aux routes clés où la période 2018-2019 entraîne des affrontements de rue, des ratissages et des réorganisations des caisses, après lesquels les bulletins enregistrent une escalade stable de la violence au Mexique central. Et Guanajuato se révèle parmi les espaces les plus conflictuels du pays. Les embuscades contre les patrouilles de police dans les États centraux indiquent que la lutte pour les rentes est passée de la zone grise à l'assaut direct contre les institutions. Et les pertes à deux chiffres lors d'épisodes isolés soulignent que le rythme et l'audace des attaques augmentent dans le contexte de la compétition pour les nœuds de contrôle, où chaque route n'est pas seulement de l'asphalte, mais un flux d'argent. En décembre 2018, Reuters enregistre le meurtre de 6 policiers dans l'un des États déchirés par la guerre des cartels. Et bien que la géographie des épisodes varie, la tendance générale est claire. Les attaques frontales contre la police et les blocus des artères urbaines ne sont plus une exception, mais font partie de la mathématique du feu des campagnes pour le contrôle des territoires et des rentes. Ces épisodes s'inscrivent dans le répertoire du CJNG où le rythme des blocus et les incendies de véhicules divisent l'attention du poursuivant et créent des fenêtres de manœuvre, comme déjà expérimenté à l'ouest et maintenant transféré au centre pour contrecarrer les tentatives des forces de l'ordre de stabiliser les théâtres autour des corridors de carburant. Chaque blocus de ce type n'est pas seulement terreur contre les citoyens, mais aussi un instrument tactique pour alléger la pression des zones vulnérables, ce qui force l'ennemi à redistribuer les forces et à arriver en retard au nœud clé où à ce moment le caissier change et le programme est renégocié. En 2019, Guanajuato devint le théâtre où l'affrontement entre le CJNG et le SRLC se transforma en une compétition de résilience, qui maintiendrait le plus longtemps les revenus des vols d'essence, qui synchroniserait le plus rapidement la rue et qui remplacerait efficacement les intermédiaires sans interruption dans les livraisons et l'encaissement. Et il s'agissait déjà de pure logistique où les arguments moraux ne sonnaient
que comme des ornements pour le recalcul des pourcentages. La CLED enregistra une augmentation systématique de l'activité de la nouvelle génération dans les nœuds qui clôturent le plateau central, avec une diffusion ultérieure de la violence le long des corridors vers le nord et vers l'est, ce qui faisait de la lutte pour le carburant non un épisode local, mais une scène de portée nationale. Pour le SRLC, la pression signifiait une contraction de l'espace de manœuvre, perdant la possibilité d'extorquer impunément sur la rue et de bloquer les entrées d'essence. Il était contraint de répondre par une brutalité démonstrative. Mais cela, de règle, se monétisait mal à long terme et augmentait seulement l'attention de l'État sur des zones et des noms spécifiques. Du côté du CJNG se trouvait la duplication des bras. Du côté du SRLC, la connaissance du territoire et une mosaïque d'alliances avec de petits maillons, cependant sans un accès stable au corridor de flux. Même la loyauté la plus profonde s'amenuisait rapidement sous les coups au portefeuille. L'effet de 2018 aux États-Unis, l'annonce d'une récompense de 10 millions de dollars pour des informations menant à l'arrestation de Nemesio Oseguera Cervantes, ajoutait à la pression interne le facteur d'une chasse internationale, ce qui rendait plus prudents les partenaires indécis et augmentait le risque des affaires autour du CJNG, mais en même temps ne détruisait pas le système, puisque celui-ci reposait non sur une légende, mais sur un programme et des routes de réserve. Pour la carte centrale, cela signifiait que même avec l'intensification de la présence fédérale et des attaques ciblées sur l'entourage du leader, le réseau continuait à dévier le trafic sur un doublon et forçait les concurrents à se battre pour la rue sans le soutien de l'argent de l'essence, où la ressource de la guerre s'épuisait plus rapidement que ne changeait l'enseigne sur le pont. En 2019-2020, les comptes rendus médiatiques sur les jours noirs dans les États centraux, embuscades, exécutions, sorties de groupes tactiques, allaient de pair avec des restructurations moins visibles mais décisives, remplacement de caissiers, réorganisation des entrepôts et expansion des services gris pour les réseaux de rue, ce qui permettait au CJNG de maintenir le rythme sans défilé démonstratif. Le résultat de ce cycle fut la consolidation de la nouvelle génération comme principal prétendant au contrôle de Guanajuato, où la ligne de front ne passait pas par la périphérie de la ville, mais par les lignes d'approvisionnement et les postes budgétaires, et le mot logistique résonnait plus fort que n'importe quel surnom. Février 2020 marqua un tournant. Rubén Oseguera González, El Menchito, fils de Nemesio Oseguera Cervantes, fut extradé vers les États-Unis, et ce n'était pas seulement un coup porté à la famille, mais le démantèlement d'une des couches de gestion et de l'assurance logistique autour du noyau du CJNG, où l'héritier jouait le rôle de maillon de liaison entre la caisse, les modules de force et les partenaires extérieurs. Dès mars de la même année, Jessica Johanna Oseguera González, la Negra, fut arrêtée pour violation du régime de sanctions lié au Kingpin Act, une capture légale exemplaire lorsque la pression sur l'entourage du leader frappe simultanément les structures d'entreprise et la zone des services gris, par lesquels le réseau effectue les paiements et masque la propriété des actifs. Dans la même séquence printanière s'insère l'opération américaine Project Python, des incursions et des arrestations de masse dont Reuters ferait état mais avec une précision. De tels raids rompent rarement le noyau du CJNG s'ils ne sont pas accompagnés de l'interception de corridors et de doublons, car le système vit non de nom, mais d'horaires et de bras de réserve. L'année 2020, en général, serait une période où la pression externe se restructurerait de la chasse aux légendes à la mathématique de l'isolement logistique. Poursuite judiciaire contre les entreprises familiales, liste de sanctions et opérations synchronisées des deux côtés de la frontière commenceraient à brûler des vides autour du leader et non seulement son ombre. Mais le véritable pari du réseau était de répondre non pas par la rhétorique, mais par le feu et le rythme. Et le 26 juin 2020, cette formule fut poussée à l'extrême dans la capitale. À l'aube, à Loma de Chapultepec, le convoi du chef de la police de Mexico, Omar Garcia Harfuch, se retrouva sous un feu nourri. Le chef du département reçut 3 blessures par balle. Ses gardes du corps et une passante périrent. Et Harfuch accusa publiquement le CJNG de l'attentat, déplaçant la guerre de la province sur la scène centrale. L'attentat fut rapporté par les médias internationaux. On parla d'armes lourdes des assaillants, de l'audace de l'opération dans l'une des zones les plus surveillées du pays et du fait que la ville avait, de fait, un front, là où elle ne l'attendait pas, à l'heure de pointe matinale et dans les quartiers diplomatiques. La DW allemande nota directement que la responsabilité était attribuée à la Jalisco Nueva Génération, et pour la capitale, cela signifiait non seulement de nouveaux protocoles d'escorte et de ratissage, mais aussi la reconnaissance que le profil de la menace avait changé. Le réseau était prêt à exposer le centre, lorsque cela produisait un effet sur la carte de la réorganisation de la force. Reuters ajouta un détail important pour l'analyse. Harfuch lui-même nomma le CJNG parmi les impliqués, consolidant la priorisation politique et opérationnelle de ce réseau dans les actions ultérieures du bloc de sécurité fédérale.
Ce coup porté à la capitale s'inscrit logiquement dans la lignée après 2015. Rythme de blocus, attaque de convois et tir sur des objectifs symboliques. Tout cela fait partie d'un répertoire unique où les artères urbaines et le temps de changement des routes deviennent un champ de bataille tout autant que les routes rurales et les échangeurs portuaires. Pour le CJNG, l'attentat de Mexico n'est pas seulement une démonstration de puissance de feu, mais aussi un instrument de pression sur l'architecture de la poursuite, qui oblige les forces de l'ordre à se disperser entre la capitale et les fronts, ce qui avantage toujours le réseau avec des doublons et des réserves. Pour les États-Unis, le printemps-été 2020 est la confirmation de la justesse de la double stratégie, pression légale sur l'entourage du leader et opérations externes contre les maillons de transit et financiers du CJNG, même si les raids ne promettent pas une décapitation immédiate de l'organisation. Sur le plan public, cela est complété par le facteur récompense. Les 10 millions de dollars annoncés en 2018 pour des informations sur El Mencho restent une référence à l'ampleur de la menace et un indicateur du fait que la chasse s'est étendue au-delà des frontières nationales et est coordonnée au niveau des agences fédérales. Mexico, comme nouvelle scène, modifie le registre de la perception. L'attentat contre Harfuch anéantit l'illusion confortable d'une guerre périphérique et contraint à reconnaître que le CJNG est capable de se montrer au grand jour. Si la comptabilité de la guerre l'exige, frapper le nerf de la capitale pour gagner du temps en périphérie ou contrecarrer l'accumulation de forces dans l'un des États occidentaux ou centraux. Pour le réseau, cela est justifié. Même un repli partiel des troupes et un changement des protocoles de la capitale signifient des heures et des jours pendant lesquels on peut renégocier la caisse, déplacer un entrepôt et effectuer une expédition propre, sans tomber sous le filet. Pour l'État, la réponse est symétrique. Renforcement de la présence, extension des poursuites pénales contre l'entourage familial, échange de données avec les États-Unis et lancement de procédures de sanctions pour fermer les services gris et priver le CJNG de l'assurance habituelle sous forme de structure sociétaire. Le résultat de 2020 dans cette logique est transparent. L'attaque de la capitale et la pression légale sur la lignée familiale sont deux faces de la même opération visant à vérifier la durabilité de la religion logistique du CJNG et les deux vecteurs ne font que confirmer que la nouvelle génération joue sur le long terme, avec des réserves, des doublons et des fenêtres temporelles où les épisodes de force ne sont pas une fin mais un moyen de gagner un autre cycle de programme. En 2021, la ligne de Jalisco s'est étendue jusqu'aux collines rocheuses de la Tierra Caliente. Et c'est là, dans la municipalité d'Aguililla, Michoacán, où les chemins de terre se transforment en artères de guerre, que le CJNG a commencé à augmenter sa présence armée, redessinant les routes avec des barrages et forçant la population à fuir, pour consolider les corridors sous ses programmes et ses caisses. La configuration adverse des Carteles Unidos, avec le noyau Los Viagras, résistait à travers des nœuds défensifs en mosaïque et des alliances locales. Mais l'effet de tirer la couverture était inévitable. Là où la route était tenue, la comptabilité des rentes changeait complètement aussi. De la rue aux collectes agricoles et aux dépôts logistiques. Pour le CJNG, c'était une tâche reproductible. Éliminer les anciens caissiers, bloquer l'extorsion et relier les nœuds municipaux aux bras d'approvisionnement dupliqués, de sorte que la perte d'une route n'interrompt pas le flux et que la peur reste seulement une interface de discipline, déjà éprouvée dans la ceinture occidentale. À l'automne de cette année, Aguililla s'était transformé en un symbole d'une campagne d'expulsion, où les colonnes militaires n'atteignaient pas toujours le point final et les civils vivaient entre les nouvelles de ratissage et la réalité de villages déserts au carrefour des routes. La réponse fédérale se concrétisa en février 2022, lorsqu'un contingent renforcé fut déployé dans la municipalité, rétablissant la présence étatique et désengorgeant partiellement les routes, mais la chronique enregistra également les coups politiques, l'assassinat du maire et une série d'affrontements armés qui confirmèrent que le contrôle de la Tierra Caliente n'était pas une opération de week-end, mais une campagne d'usure dans laquelle celui qui maintient le programme l'emporte, non le titre. Sur le terrain, cela se lisait dans les déviations en zigzag qui disparaissaient et le retour des expéditions régulières. Même en présence de blocus des Carteles Unidos, le CJNG savait activer un itinéraire dupliqué et acheminer l'argent à de nouveaux collecteurs, ce qui réduisait la taxe sur le chaos pour les intermédiaires locaux et les forçait à changer de camp sans de longs sièges. Pour le Michoacán, le pari sur les nœuds, et non sur le front, signifiait un remplacement progressif du personnel et le contrôle des routes rurales, sur lesquelles se décidait plus que sur les places de la ville. Ici, chaque carrefour se transformait en caisse enregistreuse, si correctement consolidée. Ainsi se composait la carte opérationnelle, où les épisodes publics se limitaient à indiquer en vitrine ce qui avait déjà été redéfini en profondeur, programme, pourcentage, personnes et entrepôts. Presque simultanément, en janvier 2022, un autre flanc du réseau s'embrasa à cause de frictions internes. À Colima,
Une scission avec Los Mescals se produisit, qui se traduisit immédiatement par des affrontements de rue et des foyers dans la capitale même de l'État, un cas rare où le centre administratif devint un champ de bataille pour l'argent et le contrôle. Le sens axial du conflit dépassait la vitrine citadine. Le port de Manzanillo, porte de la logistique du Pacifique et clé pour les précurseurs des substances synthétiques, se transforma en le prix principal, pour lequel il valait la peine de verser du sang, car chaque fenêtre de réception des matières premières multiplie le chiffre d'affaires de l'ensemble du réseau. Ici, le CJNG agissait selon un schéma familier. Une courte période de bruit d'impact, suivie d'une reprogrammation silencieuse des nœuds près de la ligne portuaire, le remplacement des personnes dans les entrepôts et le rétablissement de la sécurité des deuxièmes bras, de sorte que les incursions ne coupaient pas le flux, mais seulement les branches décoratives. Les rapports de Wikipédia soulignaient le rôle de Manzanillo comme l'un des nœuds clés du CJNG, par lequel passe le circuit des substances synthétiques et des achats extérieurs. Et ce fait explique pourquoi la scission locale acquit rapidement une profondeur stratégique et dépassa une dispute locale. La fracture de Colima eut aussi un effet secondaire. Elle devint un manuel expliquant comment la vulnérabilité du centralisme se transforme en une vague de violence si en périphérie, il n'y a pas un remplacement rapide des caissiers et un contrôle des entrepôts. Un signal qui serait plus tard lu dans d'autres parties de la carte comme un risque de fragmentation sans un doublon correct. En réponse, dans la région, les ratissages et les redistributions s'intensifièrent, mais la méthode resta la même. Le CJNG rétablit la discipline et la comptabilité sur la ligne portuaire, forçant l'ennemi à dépenser des ressources pour maintenir la vitrine, tandis que le contrôle réel se mesurait au programme des conteneurs et à la sécurité des accès. En 2022, cela se traduisit par un tableau à double face. Michoacán, une campagne d'usure contre les Carteles Unidos, Colima, une scission enflammée pour le port, et les deux scènes illustraient une même formule de stabilité du réseau face à la pression armée et interne. Pour l'État aussi, la leçon fut symétrique. Sans l'interception des corridors portuaires et des caisses municipales, même des arrestations réussies au niveau des noms n'interrompent pas le mouvement si le parcours dupliqué s'active en heures, non en semaines. Vers la fin de 2022, le résultat de ces deux fronts était le suivant. Dans la Tierra Caliente, la dispute pour les routes et les collectes se poursuivait avec des interventions fédérales périodiques, tandis qu'à Colima, la consolidation autour de Manzanillo rétablissait lentement la prévisibilité logistique de la nouvelle génération, même si l'attention publique était encore tournée vers les traces des affrontements de rue. Sur la macrocarte, cela signifiait que le CJNG maintenait la clé des substances synthétiques à travers le Pacifique et érodait simultanément la résistance au Michoacán, ce qui dans l'ensemble augmentait son poids au niveau national et ouvrait la voie aux corridors septentrionaux où la nouvelle concurrence se développait déjà contre Sinaloa. Et c'est à travers cette séquence port, montagne, comptabilité, que le virage suivant devient compréhensible. L'entrée sur les fronts de Zacatecas et de l'axe central où les enjeux augmentent à nouveau et la religion logistique est mise à l'épreuve dans des conditions de guerre parallèle et de pression interne. En 2023, l'axe centro-septentrional du Mexique devint le principal théâtre de compétition de la nouvelle génération avec Sinaloa. Zacatecas se transforma en un nœud de transit où chaque nœud municipal n'est pas un point sur la carte, mais une valve de flux vers le nord, et c'est ici est enregistré une augmentation constante des affrontements avec les tentatives des partis de consolider les corridors vers les États frontaliers des États-Unis. Le plan de soutien à Zacatecas fédéral de 2021 ne stabilisa que la façade. Les statistiques des incidents en 2022-2023 montrent que les routes les plus internes et les liaisons intercommunales continuent d'être contestées et les intermédiaires locaux changent de camp sous la pression de la vitesse et de la prévisibilité de la caisse que le CJNG utilise traditionnellement comme principal argument contre les vieux empires. Sur la carte de 2024, la configuration se lit déjà comme à deux ceintures. L'infrastructure du Pacifique occidental du CJNG transporte des substances synthétiques et de l'argent via Colima et Jalisco, tandis que le bras centro-septentrional lutte pour chaque échangeur de Zacatecas et des États voisins, où la concurrence avec Sinaloa devient une comptabilité quotidienne de guerre, et non seulement une série d'épisodes retentissants. La fracture interne à Sinaloa, qui a commencé à changer l'équilibre dans leur domination, a donné au CJNG des fenêtres de manœuvre supplémentaires et les analystes notent que cette fissure a précisément accéléré la reconfiguration de la carte criminelle, intensifiant la pression sur les fronts corrélés et ouvrant de l'espace pour la nouvelle génération dans les zones contestées. Les synthèses confirment.
La scission du vieux géant n'a pas créé un vide, elle a créé une zone de turbulence où celui qui duplique le plus rapidement les routes et ferme la caisse après chaque coup l'emporte. Et c'est ce langage avec lequel le CJNG parle au marché depuis son entrée sur la scène nationale. Parallèlement, l'axe central maintient également des fronts internes. Michoacán reste une arène d'usure contre les Carteles Unidos où chaque trimestre entraîne des revirements locaux sur les routes rurales et dans les centres de district. Et l'effet des opérations fédérales n'est évident que là où l'on parvient à intercepter non des personnes, mais des corridors et des parcours dupliqués sans lesquels la taxe sur le chaos revient rapidement. Dans cette géographie, Guadalajara et la capitale continuent de jouer le rôle de vitrine et de nœud nerveux. Dans la capitale, les protocoles de protection ont été renforcés après 2020, tandis que dans la métropole occidentale persiste un contre-courant avec des divisions et des alliances situationnelles que Sinaloa utilise pour la pression, mais qui survivent rarement aux attaques contre les caisses et les dépôts logistiques. La carte de 2024 indique la présence du CJNG dans la plupart des États critiques, ce qui rend possible de mener des campagnes simultanément sur plusieurs fronts, en maintenant le rythme et la cadence des expéditions. Un avantage stratégique qui annule l'effet de décapitation isolée et de présentation de trophées. Au niveau macro-régional, les rapports sur le paysage de la criminalité organisée enregistrent une haute intensité des conflits précisément là où les chaînes synthétiques s'entrecroisent avec les routes vers le nord. Ce n'est pas une coïncidence géographique, mais une conséquence du pari structurel du CJNG sur les ports et les bras dupliqués vers la frontière. Pour la nouvelle administration mexicaine de 2024-2025, cela signifie la nécessité non seulement de chasser les noms, mais aussi de bloquer systématiquement les circuits financiers et logistiques, sans lesquels le poursuivant sera toujours en retard d'un battement. Une conclusion directement formulée dans l'analyse sur l'actuelle redistribution des fronts. C'est dans ce contexte que la compétition internationale avec Sinaloa passe d'un abstrait duo dominant à un régime de ligne mobile où la même municipalité peut changer de caissier 2 fois par an et le même tronçon de route, 3 fois le parcours et la fenêtre temporelle des convois. Ce qui dans l'ensemble explique la persistance de la violence à Zacatecas et sur l'axe central en 2023-2024. Du point de vue du personnel, le pari du CJNG reste le même. Moins de légitimation vitrine par des titres ronflants, plus de victoires tactiques par le remplacement rapide des intermédiaires et la réserve d'entrepôts et de dépôts, ce qui transforme chaque perte en une pause, non en une rupture, et maintient la prévisibilité pour les réseaux de rue et les partenaires externes. Pour Sinaloa, la fracture de 2023-2024 ajoute un coup du temps. Au lieu d'une réponse monolithique, des solutions locales arrivent, et là où la vitesse diminue, la nouvelle génération ne discute pas et ne concourt pas en symbole. Elle prend simplement le nœud et le ferme selon son programme, laissant aux adversaires le dilemme de récupérer ou de chercher une issue. Vers la fin de 2024, le tableau général est le suivant. Le CJNG maintient la colonne synthétique via Manzanillo et les États occidentaux, mène une guerre d'usure sur le flanc sud de l'axe central et fait simultanément pression à Zacatecas, exploitant la turbulence du concurrent et la vulnérabilité de la tactique fédérale liée aux opérations par nom. La logique continuation de cette ligne est le renforcement de la pression externe sur la direction du réseau et personnellement sur Nemesio Oseguera Cervantes, un pas qui à la fin de l'année reçoit une empreinte formelle sous forme d'augmentation du seuil de la récompense, mais qui bien avant avait été préparé par la dynamique des fronts et le pari inévitable du CJNG sur la religion de la logistique comme principale ressource de guerre. Entre 2024 et 2025, le cercle s'est refermé. Le réseau, né sur les ruines du Millenio entre 2009 et 2011, passé par les démonstrations de Veracruz en 2011 avec les Matazeta et les narcomessages publics, est arrivé sur la scène nationale comme un opérateur de corridor où la peur est une interface de l'ordre, non une fin en soi. Le changement d'enseigne, de Los Torchidos au CJNG, s'est consolidé non par le culte d'une personne, mais par une procédure, des parcours dupliqués, un remplacement rapide des caissiers et la discipline des entrepôts qui s'est révélée plus stable que les légendes habituelles et les trophées éclatants. Sur cette matrice se sont greffés les ports du Pacifique et les chaînes synthétiques où Manzanillo et la ceinture occidentale ont transformé la logistique en une religion et la rente portuaire en une métrique de force, lue par le programme des conteneurs et la sécurité des accès. Le tournant clé s'est produit au prix de l'affrontement avec l'État. Le 1er mai 2015, à Jalisco, un hélicoptère de l'armée fut touché par des tirs terrestres sur fond de blocus et d'incendies synchronisés, ce qui força les forces de l'ordre à réorganiser leurs tactiques sur le terrain et à reconnaître un répertoire différent de l'ennemi, des RPG au rythme des blocus comme mathématiques contrôlables de la bataille. Cette journée a montré que les opérations de poursuite ne fonctionnaient plus selon les anciennes règles.
Les artères urbaines et le temps sont des champs de bataille tout autant que les routes rurales et les échangeurs portuaires, et les fenêtres de manœuvre se mesurent désormais en heures, non en semaines. Après 2015, la carte a enregistré une croissance du répertoire armé et la répétition de schémas où l'attaque, le blocus et la dissolution dans le trafic multipliaient le coût de chaque pas du poursuivant. De 2016 à 2018, le bond du CJNG s'est mesuré non en titres, mais en chiffre d'affaires. Reuters a consolidé la formule de la montée rapide. Une combinaison de brutalité démonstrative, de corruption dans les nœuds décisionnels et de logique économique des substances synthétiques a permis d'étendre la présence plus rapidement que les forces de l'ordre ne parvenaient à stabiliser les périmètres. Au niveau international, en octobre 2018, les États-Unis ont offert 10 millions de dollars pour des informations sur Nemesio Oseguera Cervantes, synchronisant la chasse avec le statut du CJNG comme menace transnationale pour le bloc des forces de l'ordre. Mais même le seuil de la récompense n'a pas brisé le système. Les parcours dupliqués et la réserve d'entrepôts ont transformé les coûts portés aux personnes en pause, non en un effondrement des horaires. La scène centrale des années 2018-2020 s'est déplacée à Guanajuato. La guerre pour les rentes du carburant avec le cartel Santa Rosa de Lima a transformé l'État en la zone la plus chaude du pays où chaque route est une valve à argent et chaque embuscade contre la police est une ligne dans la comptabilité de la coercition. La logique de la campagne était pragmatique. Éliminer le racket, réorganiser la rue pour la prévisibilité de la caisse et épuiser les ressources du SRLC là où il percevait lui-même la taxe sur l'essence. Moins de front. Plus de nœuds. Simultanément, les États-Unis ont renforcé la pression légale. Les raids massifs de 2020 et les affaires contre l'entourage de El Mencho ont confirmé que la chasse s'était déplacée vers les corridors, les entreprises et les services gris, et non seulement sur les noms. L'été 2020 a fait éclater l'illusion de la périphéricité. L'attentat contre le chef de la police de Mexico, Omar Garcia Harfuch, avec 3 blessures par balle et l'accusation publique contre le CJNG, a déplacé la guerre dans les quartiers de la capitale et a établi que le réseau était prêt à se montrer, si la comptabilité de la guerre le décidait. Frapper le nerf de la capitale pour gagner du temps en périphérie ou contrecarrer l'accumulation de forces dans l'un des États occidentaux ou centraux. Les bulletins européens et américains ont directement lié l'attaque à la Jalisco Nueva Generation, enregistrant un niveau d'audace et d'armement rare pour une mégalopole, ce qui a consolidé la priorité politique de la poursuite du CJNG dans l'agenda de la sécurité. La vitrine de la capitale est devenue le nerf à travers lequel les deux parties ont testé les limites. L'État, les protocoles et la coordination des convois, le réseau, la capacité de soustraire des forces des fronts et de gagner des heures pour la renégociation des caisses et des entrepôts. En 2021-2022, la carte s'est développée sur 2 fronts. Au Michoacán, le nœud d'Aguililla est devenu le symbole d'une campagne d'usure contre les cartes et les unidos, où les routes sont des caisses enregistreuses et la présence fédérale est revenue avec de grands coups, y compris l'assassinat du maire et de nombreux affrontements. À Colima, la scission avec Los Mezcales s'est instantanément transformée en une lutte pour le port de Manzanillo, entrée de précurseurs synthétiques et ligne de vie du Pacifique pour le CJNG, où le bruit éphémère couvrait la reprogrammation silencieuse de la logistique portuaire. Les 2 événements prouvaient une chose, la vulnérabilité du centralisme est compensée par la discipline des doublons. Si l'entrepôt, l'accès et la caisse reviennent sous règlement plus rapidement que l'adversaire ne parvient à se consolider. L'axe centro-septentrional de 2023-2024, Zacatecas, Aguascalientes, les portes vers les États frontaliers, est devenue l'arène de la comptabilité quotidienne de la guerre avec Sinaloa. Une municipalité pouvait changer de caissier 2 fois par an et un tronçon de route 3 fois la période de temps des convois. La scission au sein de Sinaloa a donné au CJNG des fenêtres de manœuvre supplémentaires que l'analyse relie directement à la reconfiguration de la carte criminelle dans certaines zones et à l'intensification de la pression sur les fronts conjoints. Pour la nouvelle administration fédérale de 2025, cela est indiqué dans les rapports. Sans bloquer les circuits logistico-financiers, les opérations par nom seront en retard d'un cycle et la pression devra être construite autour des ports, des doublons et des caisses municipales. Vers la fin de 2024, la récompense a augmenté jusqu'à 15 millions de dollars pour El Mencho, reflétant la priorité de la chasse externe et la reconnaissance du CJNG comme menace transnationale clé pour les États-Unis, en particulier dans le contexte des chaînes synthétiques et des corridors septentrionaux. Mais la somme n'est qu'une indication sur une longue échelle. La stabilité du réseau est toujours garantie par les accès portuaires, les routes dupliquées et les économies sur la taxe du chaos pour les réseaux de rue, ce qui le rend compétitif dans un régime de duopole avec Sinaloa, malgré toutes les turbulences périphériques. Dans le même temps, les risques de fragmentation, du cas Los Mezcales aux échecs locaux, restent
des coûts implicites du centralisme, qui ne sont compensés que par la vitesse des renégociations et la réserve des bras. La conclusion est simple et inconfortable. La force du CJNG ne réside pas dans la légende, mais dans la procédure, où la logistique est plus importante que les titres, les ports plus importants que les vitrines, et le doublon plus important que la victoire, ici et maintenant. Ce qui, dans l'ensemble, explique sa résilience sous la pression légale, armée et compétitive de 2011 à 2025. Pour l'État, une stratégie efficace n'est pas la chasse à un seul nom, mais la rupture des corridors et la confiscation des deuxièmes bras, avec un nettoyage contemporain des caisses et des entrepôts. Sinon, le système survivra à tout succès ponctuel, comme l'ont déjà démontré à plusieurs reprises les ceintures occidentales et centrales. Pour le marché et les citoyens, la taxe sur le chaos diminue là où la prévisibilité remplace le racket, mais cette diminution n'est pas la paix, mais seulement un ordre différent, basé sur la peur comme interface et sur la comptabilité comme langage, compréhensible par tous ceux qui vivent sur les routes.